Salut Tomnes, aujourd'hui nous allons voir que parfois dans certains ouvrages antiques, on trouve des passages un petit peu bizarres et la philologie peut aider ou pas à élucider certains problèmes d'interprétation. Dans le cadre de la relecture de l'ouvrage Athlète de Brice Lopez et de Sonia Poisson-Lopez qu'il m'a été donné de faire, j'ai rencontré un cas assez problématique de texte chez Philostrate et plus exactement dans le traité de gymnastique. Donc dans ce traité, Philostrate donne de précieux conseils aux entraîneurs d'athlètes qui prépareraient des jeunes gens aux différents jeux sportifs, et ce dans différentes disciplines, notamment le pugilat. Lorsqu'il évoque au chapitre 34 le physique idéal que devrait avoir le pugiliste, tout d'abord, il nous explique qu'il ne doit pas être trop corpulent pour garder de la vitesse, et puis tout d'un coup, il nous expliquerait que avoir de la bedaine, c'est-à-dire un gros ventre, favoriserait le combattant en permettant de mieux dévier les coups de son adversaire. Une petite parenthèse, qu'est-ce que le pugilat ? Eh bien, ce n'est pas tout d'abord l'ancêtre de la boxe moderne, il s'agit bien d'un sport de combat à part, qui est tout à fait décrit dans l'ouvrage Athlète, donc je ne vais pas m'étendre dessus. Je vais tout simplement dire que c'est un sport de combat dans lequel on va utiliser les poings et tout le corps est susceptible d'être la cible, afin de protéger non pas le corps de l'adversaire, mais bien les os des mains, les métacarpes. Les pugilistes vont porter des cestes, appelés également imantes en grec. Ces protections sont là pour protéger uniquement leurs mains et non pas la figure de l'adversaire. Alors, outre qu'on ne voit pas très bien le rapport entre un gros ventre et le fait de dévier des coups de poing, une surcharge pondérale manifeste est rarement compatible avec la performance physique. D'ailleurs, si l'on voit de nos jours des athlètes de force ou encore des haltérophiles qui sont ventripotents et qui restent par ailleurs particulièrement forts, il faut préciser qu'ils ont un régime alimentaire spécifique, très riche, mais nous sommes aussi au XXIe siècle et non pas dans l'Antiquité gréco-romaine, et nous ne parlons pas du tout du même sport. Donc, d'un point de vue physiologique, cela semble très étonnant, d'autant plus que, jusque-là et même après dans le traité, les conseils donnés trouvent une certaine pertinence avec les connaissances actuelles. On pourrait toutefois objecter que les pugilistes seraient représentés, notamment sur certains vases grecs, avec des gros ventres. Or, et déjà dans son ouvrage Les Jeux olympiques antiques, plus exactement à la page 107, Brice Lopez avançait l'explication qui ensuite a été reprise dans son ouvrage Athlète, selon laquelle les pugilistes sont en réalité représentés dans des positions de combat bien spécifiques, avec la hanche désaxée par rapport à l'épaule. Ainsi, on a l'impression que les pugilistes ont un gros ventre. Pourtant, lorsque l'on regarde les représentations de ces combattants de face, leur ventre est plat. Ils ne sont pas du tout gros, ils ne sont pas du tout gras, ils sont au contraire représentés, certes massifs, mais musculeux et secs. De même, on peut aller regarder la représentation absolument exceptionnelle du pugiliste des Thermes de Caracalla, qui certes a assurément un physique idéalisé, mais en tout cas, il est massif et sec. Il est sans doute plus proche de la réalité du physique des pugilistes, même s'il représente un idéal à atteindre. Essayons donc de voir si la philologie peut nous aider dans ce cas-là. Il est mieux que le ventre soit rentré. En effet, ces pugilistes-là sont légers et ont un meilleur souffle. Cependant, il y a quelques avantages venant du ventre pour le pugiliste. En effet, un tel ventre détourne les coups au visage en allant au-devant de l'avancée de l'adversaire qui frappe. Tout d'abord,
on peut remarquer que la phrase qui précède ce passage dit en réalité tout le contraire. Chez le pugiliste, le ventre doit être rentré, c'est ce que dit le texte grec. De nos jours, on va considérer que le ventre est plat. Afin de pouvoir bouger plus facilement, il ne faut pas que le pugiliste soit trop gras. Et donc, ces deux conseils qui se contredisent font que le passage n'est pas cohérent en soi. Dans l'édition des Harvard University Press, datée de 2014, donc c'est quand même assez récent, il y a une note de bas de page dans la traduction, car l'éditeur trouve le passage un petit peu bizarre. Il ne remet pas le texte en question pour autant, puisque dans la paracritique, on se rend compte que le texte ne présente pas de leçons différentes, ni même de variantes. Ainsi, il faut considérer que cette version du texte remonte forcément à l'archétype, c'est-à-dire ce manuscrit à partir duquel les familles de manuscrits qui nous sont parvenus aujourd'hui ont été rédigées. Et il est différent du manuscrit autographe, qui est celui écrit par la main de l'auteur ou d'un secrétaire et que bien sûr nous n'avons pas retrouvé. Je l'annonce donc de suite, on n'aura jamais le fin mot de l'histoire. Mais je ne serais pas surprise qu'il y ait eu à un moment de la transmission du texte une scolie, c'est-à-dire le commentaire d'un copiste en marge du manuscrit, qui a fini par être intégré lors des copies suivantes en pensant que c'était une phrase qui avait été oubliée dans le texte et qu'il fallait absolument intégrer. Ce premier copiste ne devait pas bien s'y connaître en pugilat, qui sans doute n'était déjà plus pratiqué à son époque, car en effet, on peut considérer que au Moyen-Âge, comme le pugilat avait disparu, eh bien, certains copistes, bien que consciencieux, en fait, ne savaient pas exactement de quoi parlait Philostrate. Ce cas m'a fait penser à un autre que j'ai rencontré il y a une dizaine d'années lors de la rédaction de mon mémoire de maîtrise sur le traité d'équitation de Xénophon. En effet, je suis à un moment tombée sur deux phrases absolument absurdes, l'une à la suite de l'autre, sachant que l'une essayait d'en expliquer une autre qui était tout à fait logique et que la deuxième n'a fait qu'opacifier le texte. Le passage qui m'intéressait alors se trouvait juste après les conseils de Xénophon pour renforcer les sabots du cheval, c'est-à-dire paver l'entrée de l'écurie avec des pierres. Cela se trouve au chapitre 4 et plus exactement au paragraphe 5. Puisqu'au sujet des sabots, on prend soin qu'ils soient durs, ainsi il faut prendre soin que la région de la bouche soit tendre. Les mêmes procédés adoucissent la chair de l'homme et la bouche du cheval. Alors déjà, j'avais envie de dire quelque chose, c'est que vous enlevez ces deux phrases, vous perdez rien du texte. Mais on ne peut pas faire ça, tout simplement parce que la paracritique ne le permet pas. Donc on va garder le texte et essayer de voir ce qu'on peut faire avec. Ce passage a posé problème par divers commentateurs, qu'il s'agisse de grammairiens, de philologues ou encore tout simplement de cavaliers qui se sont mis à commenter l'œuvre de Xénophon. Lorsqu'on regarde les commentateurs les plus récents, on trouve une explication à ce passage qui dit que, en fait, dans l'Antiquité, on massait la bouche des chevaux avec de l'huile. Bon, pourquoi pas, mais en tout cas, ce n'est pas clairement dit dans le passage de Xénophon. À aucun moment vous n'avez la mention de l'huile, à aucun moment vous n'avez la mention d'un massage, à aucun moment vous n'avez la mention de quoi que ce soit. Il n'y a rien d'expliqué. Or, cette explication, elle ne vient pas de nulle part. Elle vient d'un certain Julius Pollux qui a vécu au IIIe siècle après Jésus-Christ et qui est un grammairien. Pollux fait référence à ce passage dans le livre 1 de l'Onomasticon et plus exactement au chapitre 11, paragraphe 207. Ce passage a dû lui paraître assez étrange et il faut savoir que Pollux écrit plus de 8 siècles après Xénophon. Donc, soit Pollux a pensé que du temps de Xénophon, on pouvait masser
la bouche des chevaux avec de l'huile, soit ça se faisait à son époque, bref. On ne saura jamais, mais en tout cas, dans le texte de Xénophon, il n'y a pas mention de tout cela. On fait un commentaire à partir du commentaire de quelqu'un d'autre et c'est intégré au fil des éditions. Je n'étais pas pleinement satisfaite des arguments philologiques que je pouvais apporter, donc comme j'avais mes 2 chevaux sous la main, je me suis dit que j'allais essayer. Par conséquent, j'ai massé la bouche de mes chevaux, avec de l'huile d'olive, j'ai massé les lèvres, j'ai massé les barres, j'ai massé la langue. Alors que dans l'ouvrage de Xénophon, il n'est fait mention ni d'huile, ni en fait de la région de la bouche dont il parle. Donc si Aramina, la jument, a été plutôt docile, s'est laissé faire, il n'a pas trouvé l'expérience désagréable, elle n'a pas du tout plu à l'ongre, Oural, il n'a pas du tout aimé. C'est un gentil cheval, il ne m'a pas mordu, mais on peut constater quand même sur les photos qui ont été prises à ce moment-là qu'il n'était pas du tout décontracté. L'expérience a été faite, ça ne marche pas, mais on pouvait même s'en douter avant même de la tenter. En quoi est-ce que masser la bouche, c'est-à-dire l'orifice, le premier orifice du tube digestif, puisque c'est la définition biologique de la bouche, va ensuite permettre à la bouche, c'est-à-dire le concept en équitation qui consiste au point de contact entre le cheval et le cavalier par l'intermédiaire de la main du cavalier, qui est le point de contact entre le cavalier et le cheval. En quoi est-ce que de l'huile d'olive peut permettre une équitation décontractée et souple? Cela n'a aucun rapport, cela n'a aucun lien. De plus, argument massu, au chapitre 9, paragraphe 9, Xénophon affirme que justement, c'est la main du cavalier qui fait la dureté du mors. Vous pouvez avoir un mors considéré comme doux, et une main particulièrement dure, vous aurez un cheval qui sera tendu et qui sera en souffrance. Et vous pouvez monter avec une main souple, décontractée, attentive justement aux signaux renvoyés par la bouche de votre cheval et utiliser un mors qui est considéré comme dur. C'est la main qui fait la dureté du mors et c'est la main qui assure un bon contact avec la bouche de votre cheval. En bref, ce passage n'a strictement aucun sens. Et j'avais alors émis l'hypothèse, mais sans preuve formelle, outre que l'expérience et la connaissance du cheval, y compris celle que Xénophon pouvait en avoir ailleurs dans le traité. J'ai considéré qu'il y avait sans doute eu, à un moment de la transmission du texte et assez tôt dans la tradition, 2 contaminations successives, la première étant sans doute une simple remarque et la seconde, n'ayant pas compris la première, a cherché à l'expliquer et finalement n'a fait que rendre le passage encore plus inintelligible et hors de propos. Ainsi, ça sert à rien d'essayer de le commenter, je crois qu'il y a vraiment un problème de texte. C'est donc sans doute le cas pour cet extrait de Philostrate. On ne peut pas complètement le retrancher tout simplement parce que la tradition du texte ne nous le permet pas. Il faut faire avec. On peut continuer de l'évoquer, on peut éventuellement continuer de le commenter, mais toutefois, il faudrait idéalement le faire avec beaucoup de prudence et de précaution. Pour conclure, je me suis souvenue de ce que m'avait dit un enseignant quand j'étais étudiante, et notamment lors d'un cours de philologie. Parfois, même les grands auteurs ne sont pas égaux à eux-mêmes. Parfois, même les grands auteurs peuvent écrire des choses qui, à première vue, sembleraient indignes d'eux. Tout simplement parce qu'il ne faut pas oublier que même les grands auteurs sont aussi des humains, de même que leurs lecteurs. Il peut donc toujours y avoir des discussions, il peut toujours y avoir des interprétations, des débats d'opinion, mais attention, soyons prudents et allons toujours regarder les textes de plus près.